Vous n'êtes pas sans savoir que l'Espagne subit actuellement une énorme crise migratoire. Des dizaines de milliers de migrants ont passé subitement la frontière, laissant ainsi plusieurs énormes questions en suspens. Pourquoi autant de monde afflue à cet endroit précisément? Que fait l'État espagnol concernant cette crise? Que fait le Maroc concernant ses immigrés? Mais aussi, pourquoi l'extrême droite des pays d'Europe se précipite sur ce cas précis pour faire valoir leur parti? Eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à toutes ces questions. J'avoue qu'en aucun cas, je veux politiser ma chaîne. Et je sais que ça sera un credo assez dur à tenir sur le temps. Mais le sujet est évidemment lié à la politique. Donc si vous pensez que ma chaîne elle prend une tournure politique, méprenez-vous, parce que c'est pas le cas. Je suis bien conscient que je vais pas me faire que des amis en faisant cette vidéo, mais j'aimerais tout de même vous apporter un peu de pragmatisme à ce sujet et vous donner un autre point de vue que la sphère politique droite et gauche. Je vais tenter d'apporter les faits tels qu'ils le sont et pas comme certaines personnes aimeraient qu'ils soient. Et ainsi vous comprendrez du coup les tenants et les aboutissants de cette situation. Moi c'est Doriano de la chaîne La Banane, je suis le meilleur prof d'espagnol du monde, de l'univers et de tous les temps. Vous connaissez la chanson maintenant. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. C'est important à mes yeux, on est bientôt 3500 et je vous en remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses regroupées autour d'une seule et même question. Comment l'Espagne gère-t-elle son immigration? Évidemment, j'ai parlé du cas de la Ceuta un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour comprendre comment l'Espagne est aujourd'hui une terre d'accueil, j'aimerais qu'on s'attarde sur son histoire d'antan. Car il fut un temps où les Espagnols s'expatriaient un peu partout dans le monde. Et parmi ceux qui regardent ma chaîne, il y a forcément des fils, des petits-fils et même d'arrière-petits-fils d'immigrés espagnols. Alors, laissez-moi vous raconter dans un premier lieu comment et pourquoi vos ancêtres se sont en allés de l'Espagne le siècle dernier. Du coup, vous connaissez la chanson, petit récap historique. Au début du XXe siècle, l'Espagne est encore un pays marqué par une forte instabilité économique et sociale. Une grande partie de la population vit dans des conditions difficiles, notamment dans les zones rurales où le travail est précaire et mal rémunéré. Et face à ce manque d'opportunités, des centaines de milliers d'Espagnols choisissent de quitter leur pays. Dès la fin du XIXe siècle, jusqu'aux années 1930, les principales destinations sont l'Amérique latine, en particulier l'Argentine, Cuba, le Mexique et l'Uruguay, où les liens culturels et linguistiques facilitent l'intégration. Cette émigration, elle est souvent motivée par une recherche de vie meilleure, mais aussi par des logiques familiales. Beaucoup rejoignent des proches déjà installés à l'étranger, créant ainsi les premières grandes communautés espagnoles hors d'Europe. Mais la situation s'intensifie avec la guerre civile espagnole. La guerre civile, entre 1936 et 1939, c'est un événement majeur qui provoque une nouvelle vague d'exil. Cette fois, il ne s'agit pas d'émigration économique, mais d'exil politique. Des centaines de milliers de républicains fuient le régime franquiste et trouvent refuge en France, au Mexique ou encore en Amérique du Sud. Cet exode marque profondément la mémoire collective espagnole, car il s'accompagne souvent de séparations familiales brutales et d'un déracinement durable. Et parmi ces exilés, de nombreux intellectuels et écrivains participent à faire vivre la culture espagnole à l'étranger. C'est le cas de Ramón J. Sander, réfugié au Mexique puis aux États-Unis, auteur de Requiem por un campesino espagnol, une œuvre marquante sur la guerre civile. Mais je pourrais aussi vous parler de Francisco Ayala, qui lui a exilé en Argentine puis aux États-Unis. Il explore dans ses écrits les conséquences politiques et morales de la guerre, avec des œuvres comme Muertes de Pero. Et à travers leurs récits, ces auteurs témoignent du déracinement, mais aussi une volonté de préserver une identité culturelle malgré l'éloignement. Et du coup, pendant les premières années de la dictature, l'Espagne reste un pays fermé, mais les départs continuent, notamment pour des raisons politiques et économiques. À partir des années 1950, et surtout dans les années 60, un nouveau phénomène migratoire apparaît, l'émigration vers l'Europe. Dans un contexte de croissance économique rapide en France, en Allemagne ou en Suisse, ces pays ont besoin de main-d'œuvre. L'Espagne, encore en retard sur le plan industriel, devient donc un réservoir de travailleurs. Et c'est à ce moment-là précis que des millions d'Espagnols partent travailler dans les usines, dans le bâtiment et dans d'autres travails aux conditions difficiles. Je pense naturellement à l'agriculture. Ces migrations, elles sont parfois temporaires, car beaucoup d'entre eux attendent la fin de la dictature pour revenir au pays. Mais beaucoup finissent par s'installer durablement à l'étranger. Et cette période joue un rôle clé dans la transformation économique de l'Espagne, car les transferts d'argent envoyés par les travailleurs expatriés contribuent à soutenir les familles restées au pays. Avec la fin de la dictature en 1975 et l'entrée progressive de l'Espagne dans l'Union européenne, la dynamique migratoire s'inverse peu à peu. Le pays se modernise, son économie se développe et il devient progressivement attractif. Bref, il devient un peu l'Espagne qu'on connaît actuellement. Mais l'héritage de ces décennies d'immigration reste profondément ancré. Aujourd'hui encore, on estime que plusieurs millions de descendants espagnols vivent partout à l'étranger. Et du coup, ça forme une diaspora importante et dispersée un peu partout dans les quatre coins du monde. Cette diaspora espagnole est particulièrement visible en Amérique latine, où l'influence espagnole est ancienne mais renforcée par ces vagues migratoires du XXe siècle. En Argentine, par exemple, une grande partie de la population
population revendique une ascendance espagnole. Au Mexique, l'arrivée des exilés républicains a laissé une empreinte culturelle et intellectuelle durable. En Europe également, notamment en France, les descendants d'immigrés espagnols constituent une communauté importante, bien intégrée, mais attachée à ses racines. Et d'ailleurs, c'est un peu mon cas. C'est même totalement mon cas d'ailleurs. Aujourd'hui, cette diaspora, elle joue un rôle culturel, symbolique et même un peu économique. Elle contribue à diffuser la culture espagnole dans le monde, mais elle entretient aussi des liens étroits avec le pays d'origine, notamment à travers les allers-retours, les investissements ou les échanges familiaux. Et comprendre cette histoire, c'est essentiel, car elle permet de saisir mieux un point clé. Avant d'être un pays d'accueil, l'Espagne a longtemps été un pays d'émigration ou d'expatriation, c'est comme vous voulez. Et cette mémoire influence encore aujourd'hui la manière dont elle aborde les questions migratoires. Donc si vous, qui m'écoutez, si vous avez de la famille espagnole en France, en Suisse ou autre part dans le monde, vous qui avez un patronyme à consonance espagnole, eh bien si vous ne connaissiez pas l'histoire de votre famille, de pourquoi vous êtes autre part qu'en Espagne, eh bien maintenant vous êtes un peu plus au courant. Mais ce que je vous dis depuis tout à l'heure, eh bien ça généralise énormément les vagues d'expatriation espagnole dans le monde. Je le sais. Mais au moins vous avez une première piste sur les pourquoi et les comment de l'émigration de vos ancêtres. Mais alors, une question se pose. Comment ce pays historiquement marqué par le départ de sa population est-il devenu aujourd'hui une terre d'accueil? Et à quoi ressemble concrètement l'immigration sur le territoire espagnol? À partir de 1975, avec la fin de la dictature franquiste, l'Espagne entame une transformation profonde. Le pays s'ouvre progressivement au monde, modernise son économie et surtout rejoint la dynamique européenne. En quelques décennies, il passe d'un pays d'émigration à un pays d'immigration. Cette transition, elle est rapide, presque brutale, et elle va profondément redessiner une partie de la société espagnole. Dans un premier temps, l'Espagne attire principalement une immigration européenne. À partir des années 1990, et surtout après son intégration dans l'Union européenne, le pays devient une destination privilégiée pour de nombreux citoyens européens. On retrouve notamment des Français, des Britanniques ou encore des Allemands qui s'installent en Espagne pour profiter d'un coût de la vie plus faible, d'un climat attractif et d'une meilleure qualité de vie. Et en particulier, ces Européens, ils vont plus se placer sur les zones côtières de la Costa del Sol ou vers la région de Valence. Et je pourrais aussi vous ajouter qu'à Majorque, il y a quand même pas mal d'Allemands, énormément d'Allemands. Et à cela s'ajoute une immigration venue d'Europe de l'Est, notamment des Roumains qui arrivent davantage pour des raisons économiques. D'ailleurs, dans la région de Saragossa, il y a énormément de Roumains. Quand je bossais dans le nord de l'Espagne, la quasi-totalité des chauffeurs poids lourds étaient roumains. Des gens plus qu'adorables d'ailleurs. Cette immigration, du coup, elle est à la fois résidentielle, mais aussi économique. Et en parallèle, une autre grande vague migratoire provient d'Amérique latine. Ce phénomène s'explique en grande partie par les liens historiques, culturels et linguistiques très forts avec l'Espagne. À partir des années 2000, des migrants originaires d'Équateur, de Colombie, du Pérou ou encore de République dominicaine arrivent en nombre. Beaucoup fuient des crises économiques ou politiques dans leur pays d'origine et trouvent en Espagne un environnement plus stable, où l'intégration est facilitée par la langue, la culture et la religion. Et ces populations vont s'installer majoritairement dans les grandes villes comme Madrid ou Barcelone. Enfin, l'Espagne est également un point d'entrée majeur pour l'immigration africaine, et ce, en raison de sa position géographique stratégique aux portes de l'Europe. Les migrants viennent principalement du Maghreb, notamment du Maroc, mais aussi d'Afrique subsaharienne, et là je pense aux Sénégalais. Contrairement aux flux européens ou latino-américains, ces migrations sont souvent plus précaires et plus risquées. Certaines passent par des voies légales, mais beaucoup empruntent des routes migratoires irrégulières, que ce soit par la mer Méditerranée ou par des enclaves espagnoles situées en Afrique du Nord, comme le cas de Melilla ou encore le cas récent de la Ceuta. Les motivations, elles sont multiples. Pauvreté, manque d'opportunités, instabilité politique, ou même encore une volonté d'accéder à de meilleures conditions de vie. Donc, au fil des années, ces différentes vagues migratoires ont contribué à transformer l'Espagne en une société multiculturelle, où coexistent des profils très variés, avec des parcours, des motivations et des niveaux d'intégration différents. Mais cette diversité, elle s'accompagne aussi de défis importants, notamment en matière de gestion de flux, d'intégration sociale et de contrôle des frontières. Et c'est précisément dans ce contexte qu'émerge un point de tension particulier. Situé aux frontières même de l'Europe, la ville de la Ceuta, dont la situation va permettre de comprendre concrètement comment et pourquoi ces flux migratoires peuvent parfois se concentrer et créer d'énormes crises. Pour comprendre concrètement les tensions liées à l'immigration en Espagne, on va s'arrêter sur un cas très particulier mais aussi très récent, celui de la Ceuta. Cette ville espagnole située sur la côte nord de l'Afrique, enclavée au Maroc, c'est-à-dire qu'elle est sur le territoire marocain mais elle appartient encore à l'Espagne, et bien cette ville, elle constitue une des seules frontières entre l'Afrique et l'Union européenne. Il y a un autre cas aussi avec la ville de Melilla, mais encore une fois, elle appartient à l'Espagne et elle est enclavée au Maroc. Et à ce titre, elle est devenue un point très stratégique, mais aussi un point de pression migratoire
migratoire extrêmement sensible. Donc le cas de la Ceuta revient régulièrement dans l'actualité. Mais un épisode encore plus récent illustre à quel point ces dynamiques peuvent évoluer rapidement. Fin juillet 2026, donc il y a plus ou moins une semaine à l'heure où je tourne cette vidéo, en l'espace de quelques heures, des milliers de jeunes marocains convergent vers la frontière, notamment depuis les villes proches comme Fniddek. Ah, si je le prononce mal les gars, dites-le moi, désolé. Des bus entiers, des taxis et même des trains de banlieue se remplissent de candidats au départ, attirés par une rumeur devenue virale, celle d'une frontière supposément ouverte. Sauf que très vite, la situation dégénère. En quelques jours, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui tentent de rejoindre l'enclave espagnole, parfois à la nage le long de la digue. Les réseaux sociaux jouent ici un rôle central. Des vidéos circulent, détaillant des itinéraires à suivre, les moments où les patrouilles seraient moins présentes, ou encore les équipements à utiliser. Cette diffusion massive d'informations, qui d'ailleurs sont souvent erronées, voire même totalement erronées, eh bien ça crée un effet d'entraînement inédit, où des dizaines de milliers de personnes prennent la décision de partir simultanément. Et sur le terrain, l'arrivée est bien plus brutale. L'arrivée massive provoque un chaos total aux abords de la frontière. Sur la digue, étroite et dangereuse, les migrants se bousculent dans une tentative désespérée d'atteindre le territoire espagnol. Plusieurs dizaines de personnes perdent la vie, victimes de noyades ou de mouvements de foule. Et cet épisode y rappelle la dangerosité extrême des traversées, et même sur une distance relativement courte. Bon, ce qu'on vous dit pas, c'est que dans les jours qui suivent, la grande majorité des migrants sont renvoyés au Maroc, soit par les autorités, ou bien par faute de ressources pour rester sur place. Mais cet événement laisse des traces durables, autant sur le plan humain que politique. Il met en lumière plusieurs facteurs clés. La puissance des réseaux sociaux dans la diffusion de rumeurs, les malentendus autour des politiques migratoires espagnoles, mais aussi les difficultés économiques persistantes, notamment chez les jeunes marocains, pour qui l'immigration reste un espoir d'ascension sociale et économique. Enfin, cet épisode souligne aussi la fragilité de l'équilibre entre l'Espagne et le Maroc dans la gestion des flux migratoires. Une simple variation dans la coopération ou dans la circulation de l'information peut suffire à déclencher une crise d'ampleur. Et c'est justement cette accumulation de tensions, d'enjeux humains et de décisions politiques qui amène à s'interroger sur les conséquences concrètes de ces événements, à la fois pour l'Espagne, pour le Maroc, mais aussi pour les migrants eux-mêmes. L'épisode récent de la Ceuta se distingue d'abord par son ampleur. Selon les estimations, entre 50 000 et 70 000 migrants ont rejoint l'enclave espagnole en seulement quelques heures ou quelques jours. Un chiffre totalement inédit à cette échelle. Et c'est d'ailleurs un afflux massif qui a rapidement dépassé les capacités d'accueil d'une ville d'environ 85 000 habitants, créant ainsi une situation de saturation immédiate. Mais au-delà de ces chiffres, ce sont surtout les conséquences humaines qui marquent durablement cet événement. Plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie, certaines noyées, d'autres par un mouvement de foule causé par le chaos de la traversée. Des milliers de migrants, dont de nombreux mineurs, se sont retrouvés sans abri, sans nourriture, dormant parfois dans des conditions précaires, voire dans la rue. Cet aspect rappelle à quel point ces dynamiques migratoires sont avant tout des drames humains, où l'espoir d'une vie meilleure se confronte à une réalité extrêmement brutale. Et sur le terrain, cette arrivée massive a provoqué aussi des débordements et des tensions. La désorganisation totale des premiers jours, combinée au manque de ressources, a entraîné des situations de chaos dans certains quartiers, accentuant le sentiment d'insécurité chez une partie des habitants. Ce climat a contribué à une montée des tensions locales, avec les habitants de la Ceuta et d'autres villes espagnoles descendant dans la rue pour exprimer leur colère, défendre leurs conditions de vie et réclamer davantage de contrôle aux frontières. Et sur le plan politique, la crise a mis en difficulté le gouvernement espagnol. Le Premier ministre, Pedro Sánchez, a qualifié cette arrivée massive de violation de l'intégrité territoriale, dénonçant à la fois le rôle des réseaux de passeurs et les effets indirects de certaines décisions juridiques. Et dans le même temps, son gouvernement a été vivement critiqué. En Espagne comme en Europe, certains accusant ces politiques migratoires d'avoir pu être perçues comme un signal d'ouverture, même si aucun lien direct n'a été prouvé. Cette tension a donc aussi ravivé les tensions au sein de l'Union européenne. Et plusieurs pays remettent en question la capacité de l'Espagne à gérer son flux migratoire. Mais enfin, cet épisode soulève une question plus large sur la responsabilité partagée. Si l'Espagne se retrouve en première ligne, certains observateurs pointent également le rôle du Maroc, accusé soit de manque de contrôle, soit de ne pas suffisamment s'attaquer aux causes profondes de ces départs massifs. De leur côté, les autorités marocaines évoquent plutôt la désinformation et les réseaux illégaux, sans remise en question plus globale du contexte socio-économique qui pousse une partie de ces jeunes à partir. Au final, la crise de la Ceuta met en lumière une réalité complexe, une frontière sous tension permanente, des enjeux politiques majeurs, mais surtout des trajectoires humaines souvent tragiques, prises entre espoir, désinformation et contraintes économiques. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les amis. J'avoue que cette vidéo à la base je voulais pas forcément la faire, mais énormément de personnes
personnes s'est emparée du sujet et l'ont tourné à leur manière. J'avoue que je suis pas trop fan de ça, mais d'un côté, c'est aussi le jeu de YouTube. Et donc du coup, tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut. Évidemment, je suis extrêmement ravi de vous répondre en commentaire et de les lire surtout. Mais s'il vous plaît, si vous devez communiquer dans l'espace commentaire, faites-le avec énormément de respect, s'il vous plaît. Ma vidéo sur le Mercadona a extrêmement bien marché. On doit être aux alentours des 35 000 vues, je crois, avec plus ou moins 400 likes. Je suis super content, merci tout le monde. Donc si vous l'avez pas vu, allez-y, foncez. Cette vidéo, c'est la plus vue de ma chaîne pour l'instant. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Hein, ça c'est important aussi. Donc du coup, je voulais remercier mon public français, mais aussi mon public espagnol. J'avais pas du tout calculé que je pouvais toucher un public hispanique. Comme quoi, tout est possible. La vidéo est du coup terminée. Je vous dis à très vite, les amis. Prenez soin de vous, la santé, c'est précieux. Adios, amigos.